marquant non seulement pour Valleyfield, mais pour tout le Québec. Je pense que pas seulement au niveau syndical, c'est au niveau aussi de la confiance que ça a donné dans la population de Valleyfield, sur sa capacité, dans le fond, de faire face au gros pouvoir, parce que le domaine textile, c'était tout un pouvoir à Valleyfield, ça. Je vais commencer tout de suite ma petite intervention de tantôt, mais il reste qu'il faut se rappeler que cette compagnie-là, dans le fond, dominait la ville de Valleyfield, imposait ses dictats à la ville. C'est pas un petit héritage. Non, c'est un grand héritage. Oui, mais il y a des côtés positifs à cet héritage-là, puis il y a des côtés plus sombres. Mais c'est intéressant de voir quand même que les gens se rappellent. D'ailleurs, s'il y en a un qui peut en parler, c'est bien toi, Coton 46, votre coalition intersyndicale, je pense que c'est en référence à la grève de 46. Je pense, mais en tout cas. Absolument. Non. Je me souviens que Madeleine Parent ne voulait pas qu'on l'appelle la coalition Madeleine Parent. Non. Non, parce que c'était une femme modeste. Oui, c'était une femme qui était vraiment proche du peuple, proche des travailleurs, travailleuses. Oui. Et elle nous avait dit, il faut que vous trouviez un autre nom qui est significatif pour votre coalition intersyndicale. Puis c'est là qu'on avait pensé à Coton, Montreal Cottons Dominion Textile, et toute l'industrie du textile, puis le courage de ces hommes puis de ces femmes-là. Puis 46, parce que comme tu l'as dit, ça a été une grève mémorable. Marquante et mémorable. Ah oui. Ouais. Merci pour cette introduction informelle, Yvon et Daniel. Je pense qu'on va peut-être commencer l'événement, en fait. Donc, demain aura lieu, plusieurs d'entre vous le savez, déjà le 8e anniversaire, malheureusement, de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Il s'agissait en fait de l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire. Donc, le 24 avril 2013, l'effondrement de cette manufacture qui est dans la capitale, Dhaka, a entraîné la mort de 1134 travailleurs et travailleuses, la majorité d'entre elles des femmes. On a aussi blessé gravement plus de 2500. Évidemment, on ne compte pas les familles qui ont été affectées indirectement par cette tragédie-là. Donc, en commémoration à ce triste événement-là qui aura lieu demain, comme je disais, le Fonds humanitaire des métallos que je représente aujourd'hui, mais aussi le CISO, évidemment, on a organisé cet échange afin de mieux comprendre certaines des dynamiques qui sont derrière l'exploitation des travailleuses et des travailleurs au Bangladesh, mais aussi ailleurs, mais aussi au Québec, en fait, et d'explorer donc différentes pistes de solutions pour que les marques et les compagnies de vêtements qui profitent de ce système puissent rendre des comptes éventuellement. Donc, comme je disais, on parle du Bangladesh, mais l'industrie textile était autrefois aussi florissante au Québec, mais elle a fait l'objet de délocalisations massives au cours des 30 à 40 dernières années. Je vais laisser Yvon en discuter plus en détail, là, mais en gros, en parallèle, on a vu le développement aussi rapide du phénomène des ateliers de misère ou les sweatshops, comme on dit, dans les pays du Sud, notamment au Bangladesh, qui s'est vraiment élevé comme étant un des centres d'exportation textile les plus en fait majeurs au niveau mondial, le deuxième après la Chine. Donc aujourd'hui, on a convié deux personnes qui vont être en mesure de nous parler justement de cette réalité depuis ces deux pôles-là, afin de mieux comprendre donc les effets de la mondialisation sur la vie et les conditions de travail des ouvrières et des ouvriers qui sont au cœur de cette industrie-là. Donc, tout d'abord, vous le voyez peut-être sur l'écran, en haut, on a Yvon Boucher, qui est travailleur social et journaliste à la retraite. Yvon est natif de Salaberry de Valleyfield, une ville, en fait, dont l'économie était fortement liée à l'industrie textile. Donc, Yvon, si tu peux juste saluer, dire un petit bonjour. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de participer à cet événement-là. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation, Guillaume. Merci. Merci, on apprécie énormément ta présence aujourd'hui. Et deuxièmement, on a Kalpana Akhter, une militante des droits humains, des droits du travail du Bangladesh. Elle est la directrice générale du Centre de solidarité des travailleuses et travailleurs du Bangladesh, ou BCWS en anglais. Donc, Kalpana, if you could just say a quick hi to everyone.
Hello, everyone. Hi. Bonjour à tous, bonjour. Thank you so much. Great to be part of it. Yeah. Thank you for being here, and also we know that Merci pour être là, puis on sait aussi que il est quoi, 10h10 le soir à Bangladesh, alors c'est un peu tard. Alors merci beaucoup pour avoir pris le temps dans votre vie occupée pour être là. Alors j'en apprécie énormément, Kalpana. noter que depuis plusieurs années, en fait, le CISO et le Fonds humanitaire des métallos, et aussi d'autres syndicats canadiens, on appuie BCWS à travers un projet qui vise à outiller les militantes et les militants syndicaux dans l'industrie du vêtement au Bangladesh, dans la défense de leurs droits, donc pour qu'ils et elles soient en mesure de mieux défendre leurs droits dans leur propre contexte au Bangladesh. Alors, avant de leur laisser la parole, brièvement, en fait, je vous invite à visionner un court clip d'une chercheuse du Bangladesh qui s'appelle Preeta Sushmita. Elle est basée à Dhaka, puis on a collaboré avec elle, en fait, dans la production d'un rapport sur les conditions de travail dans l'industrie du vêtement là-bas. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais tout d'abord, donc, je vais laisser Preeta, en fait, nous parler des conditions de travail de façon générale. C'est un court clip. Donc, Mustapha, si tu peux le mettre, s'il vous plaît. Que je viens de partager la vidéo maintenant. Ça va? Ouais? Oui. Parfait. Merci. Do you know any factories or anyone receiving living wages in garment factories within C'est Bangladesh? sous-titré. No, none. At least 17% of the country's garment workers sleep without a bed at night. 16% do not have ceiling fans in their homes. 86% have to share toilets with their families, and 45% are unable to save anything from the earnings. In addition to the fact that they have really low wages, in addition to the fact that they live in homes where they have to pay almost 1/3 of their salary for rent, they're staying in shared one-bedroom apartments in shared lodgings, which they share with 5 or 6 other families, so like 20 or 30 more people. And most often than not, a garment worker by herself or himself will not be able to support his or her family on their own. In addition to that, if you're a woman, of course, it's much more difficult, right? Because then you're doing a double shift. You're working 12 plus hours in the factories, and you come back home, you have to look after your kids, you have to cook, you have to clean, you have to do all of that. And then you have to get ready for the next day. And most of these women don't say no to when they're asked to work 12-hour shifts or 14-hour shifts, because they need the money. They need the overtime money. That's also the reality. You know, when we talk about laws and we talk about, you know, this is a violation of their rights to make them work for 12 or 13 hours. How can we say that when we can't pay them enough to survive on 8-hour per day week? So in a way, sure, it is empowering for a lot of women. But on the other hand, in real terms, because given the work conditions, given the sort of pressures on their health and mental health, given the consistently low wages, I think there's a lot of frustration as well about what it means to be a garment worker anymore. Donc, merci beaucoup. Merci, Mustapha. Donc, le clip, en fait, met un petit peu la table par rapport à quelles sont les conditions actuelles dans les usines des manufactures de vêtements au Bangladesh. Et évidemment, loin de nous l'idée de tirer des parallèles comme on pense qu'évidemment la situation ailleurs est différente d'un pays à un autre, d'un contexte à un autre. Ce qu'il y avait cours dans l'industrie textile au Québec est évidemment différent, mais il reste quand même qu'il y a peut-être des parallèles qu'on peut dresser entre les deux situations. Donc en fait, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Yvon Boucher, qui va nous parler un peu du phénomène justement des délocalisations de l'industrie du textile au Québec, en particulier à Valleyfield. Donc Yvon, s'il vous plaît. Merci. En fait, j'ai monté quelques petites vignettes, 7-8 vignettes. Puis mon objectif au travers de ces vignettes-là, dans le fond, c'est de démontrer que les manias de l'industrie du textile ont changé leur manière de faire. Dans le fond, ils ont toujours basé sur l'exploitation de la main-d'œuvre.
On va se rendre compte au fur et à mesure que je pars de Valleyfield en 1874, lorsqu'on commençait à construire la première usine, pour arriver en 2021. Donc, ça pour dire que moi, j'ai 76 ans, puis je me définis comme un fils de la coton. Ma mère a travaillé là jusqu'à 65 ans. Mon père a travaillé là. Il est décédé, il travaillait là. Il avait même la bicinose. Mon frère a travaillé là. Deux de mes sœurs ont travaillé là. Et ma conjointe a travaillé dans le laboratoire durant les dernières années. Donc, je me suis toujours défini, même j'ai été conçu par un père et une mère qui travaillaient là. J'imagine que je n'ai pas été conçu à la manufacture, mais quand même. Fait qu'il reste que dans ma tête, je suis toujours le gars de Valleyfield, mais le gars aussi de la coton. Pour nous, ce n'est pas Montreal Cotton, on appelait ça la coton. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que la ville, la Montreal Cotton, avait une influence très, très grande sur la ville de Valleyfield. Elle dictait, dans le fond, les lois municipales. Elle avait tellement d'influence qu'elle était propriétaire d'une partie de Bellerive, qui est un grand quartier. C'est elle qui gérait les services publics comme l'éclairage, les égouts, les vidanges. Puis elle avait même, c'est elle qui détenait les droits sur le pouvoir de l'eau. Imaginez, l'eau potable. On peut dire que dans les années 40, au cours des années 40-50, la moitié de la population travaillait pour le domaine textile, pour la compagnie. C'est pas peu dire de voir cette influence-là. Mais pour mieux saisir, en tout cas, le développement de cette industrie-là, selon les règles du libéralisme économique, je vous propose un petit retour dans l'histoire sur la base de deux commissions royales d'enquête. C'est assez intéressant de voir. La première qui a eu lieu en 1888, donc peu d'années après la première construction de l'usine de Valleyfield. C'est le rapport de la commission royale d'enquête sur les rapports qui existent entre le capital et le travail au Canada. Première commission d'enquête. Et l'autre commission d'enquête qui a de l'importance si on veut saisir le développement du coton, de la route du coton, c'est celle de 1936-38, la commission Turgeon, qui est assez bien connue. Donc, je vais me permettre de rappeler quelques éléments qui sont ressortis de l'enquête royale de 1888, à laquelle enquête participait entre autres Andrew F. Gall, qui était président de Montreal Cotton à Valleyfield. Il avait été appelé à témoigner. Et ce qui est ressorti de cette enquête-là, les gens devaient travailler plus de 60 heures par semaine, puis ils faisaient du travail supplémentaire obligatoire. Les enfants de 9 ans et 10 ans qui travaillaient devaient même se cacher pour s'il y avait des gens qui venaient enquêter. Lors de cette enquête-là, les enfants étaient cachés. Ils vivaient dans l'extrême pauvreté. Il y avait des enfants qui venaient travailler qui n'avaient même pas de souliers. Le patron avait le droit de corriger physiquement les enfants selon le principe d'autorité du père concédé au patron. Et c'était même appuyé par un coroner lors de cette enquête-là qui disait que c'était normal que les patrons puissent corriger les enfants. Il y avait de nombreux accidents de travail, des problèmes de santé aussi au niveau de la poussière de coton, etc. Le harcèlement aussi sexuel des femmes, c'est un problème majeur. D'ailleurs, ma mère en parlait souvent. Il y a même un système d'amende pour les employés. À même leur salaire, on leur coupait de l'argent quand il y avait, mettons, je ne sais pas, un coton qui était de moins bonne qualité. Sans égard à la question des outils fournis et des produits, l'ouvrier devait payer une amende. Puis le plus grand nombre d'amendes qui étaient imposées, c'était au tisserand. Et ce qui est sorti aussi de cette enquête-là, c'est que les fabricants de coton se coalisaient pour tenir les prix élevés afin de verser de meilleurs dividendes aux actionnaires. Donc, déjà, en 1888, on se rendait compte que les actionnaires avaient beaucoup d'importance dans la situation du coton. J'en arrive à la question de 1936, lors de l'enquête présidée par Alphonse Turgeon. Il y a eu des séances publiques un peu partout dans les villes de coton, dont Valleyfield. Il y en a eu aussi à Cornwall, près de Valleyfield, il y en a eu à Montréal beaucoup. Et l'incident qui avait donné lieu à cette enquête-là, c'était qu'il y avait eu une fermeture sauvage à Sherbrooke d'une usine
qui voulaient, dans le fond, les patrons, à ce moment-là, voulaient faire pression sur le gouvernement sur la question des tarifs douaniers. Donc, ils considéraient à ce moment-là aussi qu'il y avait peur de la concurrence japonaise. À l'époque, c'était les Japonais qui représentaient le risque de concurrence. Donc, le fédéral, pour faire face à cette situation-là, a lancé sa commission d'enquête pour aller voir, dans le fond, c'était quoi les profits qu'il y avait derrière ces compagnies-là, c'était quoi les volumes de production. Ils voulaient en savoir plus long. Et quelques constats qui en sortent assez intéressants, c'est que l'industrie du textile, l'une des plus grandes industries, était une des plus rentables au pays. C'est une industrie à faible salaire. Puis, ce qui sortait aussi, le monopole sur les produits et la comptabilité créative non transparente qui visait à camoufler les marges de profit. C'est-à-dire qu'un peu comme à la commission Charbonneau, je fais un lien, dans le fond, il était expert pour cacher tous les profits qu'il pouvait faire. Donc, ça, on est juste avant la guerre de 39-45, la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'il faut se rappeler aussi quand on parle de Valleyfield, c'est que c'est une histoire de résistance syndicale puis de solidarité. Non seulement solidarité ouvrière, mais solidarité avec la population. Il y a eu plusieurs conflits, mais les principaux, c'est celui de 1900, lors de l'agrandissement de la première usine. Ils ont fait venir même l'armée, écoutez, pour obliger les ouvriers à rentrer au travail. Le maire de la ville a fait venir l'armée. Ensuite, en 1937, il y a eu une grève importante à Valleyfield, Sherbrooke, Magog, Drummondville, Montmorency. Les gens étaient affiliés à la CTCC, peut-être que vous connaissez ça, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Ça, ce fut une grève qui a été ce qu'on appelle le prélude à la grève la plus importante, la plus mémorable à Valleyfield, celle de 1946. Parce que lors de cette grève-là de 1937, Duplessis, le premier ministre Duplessis, lui avait pris position pour le patronat avec sa loi des salaires raisonnables, ce qu'il appelait la loi des salaires raisonnables. Dans le fond, au lieu d'une convention collective signée, négociée, lui, il proposait cette loi-là qui était, dans le fond, des salaires imposés par l'employeur. Donc, on se retrouve à le conflit le plus important, le plus mémorable, comme je disais tantôt. En 1946, à Valleyfield, 3000 ouvriers, ouvrières. Il y avait eu 4 usines aussi en même temps de Montréal. Mais si je reviens à celle de Valleyfield, c'était pour une augmentation de salaire de 15 sous de l'heure. La semaine de 40 heures, on voulait être compensé pour le travail supplémentaire. Puis, on voulait aussi la reconnaissance du syndicat parce que la compagnie ne voulait pas reconnaître le syndicat. Et ce syndicat-là est amené par Madeleine Parent et Kent Rawley avec les officiers de Valleyfield, dont Trefflé-Leduc, le président. Et cette grève-là a eu un appui massif de la population, particulièrement des commerçants, des marchands. Et ce qu'il faut retenir, c'est le rôle majeur joué par les femmes ouvrières qui travaillaient là et les conjoints des ouvriers. Il y a eu une confrontation durant cette grève-là avec la police de Duplessis qui a tourné à l'émeute. Et ça, les gens de Valleyfield s'en souviennent parce que ce fut assez particulier. Il y a des gens qui ont été blessés. Donc, c'est resté dans la mémoire collective. Ce qu'on se rappelle aussi, c'est que la compagnie avait été appuyée par la petite bourgeoisie locale, particulièrement les journaux locaux et le clergé, dont le mémorable, le connu Monseigneur Paul-Émile Léger, et qui, lui, appuyait la compagnie et qui a même participé, il a même invité des gens à aller briser le local syndical. Ce qu'il faut retenir aussi de cette grève-là, et j'en parlais tantôt avec Daniel, c'est que ce fut aussi une source de grande fierté pour les gens, parce que la population a réalisé qu'elle avait la capacité de faire face à une grosse compagnie comme Montreal Cotton. Donc, c'est resté longtemps dans la mémoire, c'est encore dans la mémoire des gens de Valleyfield. Il y a eu ensuite la grève de 52, je passe rapidement là-dessus, une bataille intersyndicale, mais une bataille aussi de conflits internes qui ont expulsé Madeleine Parent et Kent Rawley, qui étaient présentés à ce moment-là comme des communistes à la solde de Moscou, parce qu'on se rappelle bien que le premier ministre, entre autres, Duplessis, il parlait des communistes à l'époque, puis c'était pour faire peur. Donc, il s'est servi beaucoup de cette peur-là.
Et l'autre conflit qu'il y a eu en 1966, Valleyfield n'y a pas participé. Les autres compagnies y ont participé. Mais à partir de 1952, ça s'est effrité au niveau syndical à la manufacture, malheureusement. Ce qui m'amène, dans le fond, à vous parler de la fermeture des usines, de la délocalisation qui s'est faite entre la fin des années 60, les premières usines, jusqu'en 92. Il y avait 3 plans. Il y avait le plan autour de l'usine Galt, le plus gros complexe industriel. Ensuite, il y avait le Salaberry, Moulin Salaberry, et il y avait aussi le dernier, c'était le Bournemouth Finishing Plant, l'usine finition de Bournemouth. Donc, ils ont fermé, ils ont délocalisé pour envoyer dans d'autres pays et ça a eu un impact énorme sur les familles qui, beaucoup, se sont trouvés à l'aide sociale. Certains ont eu la chance de travailler dans des meilleures conditions à la CEZ, à la Finerie de Zinc, à la Goodyear ou à l'Expro, mais pour de meilleurs salaires, mais ce n'est pas le cas de la grande majorité. Puis il y a eu un impact aussi sur la communauté, l'impact financier aussi pour les commerçants, mais un impact financier aussi pour la ville. Et ça a laissé un sentiment de colère à l'égard de la compagnie puis du gouvernement. Les gens ont eu le sentiment d'être trahis par cette compagnie-là parce qu'ils ont donné beaucoup à la compagnie. Et là, ils se rendaient compte qu'avec la délocalisation, qu'ils perdaient leur travail. Donc, finalement, ça m'amène à la conclusion, parce que je ne voulais pas dépasser mon temps. J'espère que je suis encore dans mon temps. Ça va? Je finis rapidement. Comme conclusion, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec les délocalisations, le grand capital utilise la planète comme un vaste marché. Puis comme à Valleyfield, durant 117 ans, les grands gagnants sont toujours les mêmes, c'est les actionnaires. Et moi, ça m'amène à me poser la question sur la question du dilemme, le boycott des marques est-ce que ça ne pourrait pas condamner les ouvriers à encore plus de misère? Ça, c'est une question que je me pose parce que j'en ai parlé à des gens qui ont travaillé à la Montreal Cotton. Et c'est une chose aussi, les gens disent, oui, mais si on boycotte les marques, est-ce qu'on n'est pas en train de nuire aux gens qui vivent avec des salaires de misère, mais au moins ils survivent avec ces salaires-là? Donc, c'était ma conclusion. Merci de m'avoir accepté comme participant à votre événement. Merci. Merci énormément, Yvon. C'était très, très intéressant, vraiment, d'entrer un petit peu plus en détail, justement, dans qu'est-ce qui a mené à ces délocalisations-là. Il y a eu comme tu l'as bien décrit, des décennies de lutte ouvrière là, avant ça, puis pour justement avoir accès à des meilleures conditions, des meilleurs salaires, puis l'impact aussi que ça a eu sur toute la communauté. Donc, je crois qu'il y a vraiment, en tout cas, moi, je vois beaucoup de parallèles qui peuvent être tirés avec la situation au Bangladesh, notamment. Peut-être que Kalpana aussi va en parler, mais avec la COVID, comment du jour au lendemain, plusieurs compagnies ont retiré leur bille du jeu un peu là, puis ils ont laissé les travailleuses sans le sou, là, complètement à l'abandon. Donc, bref, on va pouvoir en parler un petit peu plus avec Kalpana. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour nous entretenir un petit peu les conditions de l'industrie du vêtement aujourd'hui au Bangladesh, en particulier dans le contexte de la COVID. Donc, à toi, Kalpana. Yeah, thank you so much. Merci beaucoup. Alors, c'était tellement merveilleux d'entendre Yvon. Il semblerait que je vais juste garder mon combat. Comme je commence en tant que travailleuse, enfant, et puis maintenant je lutte pour des syndicats. Alors, il a décrit ce qui arrivait il y a un siècle et il y a 100 ans, et puis nous, on est en train de vivre dans ces moments aujourd'hui. Alors, la libération aussi. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. C'est il y a 20 ans. J'avais 12 ans et quand j'ai commencé à travailler, puis la réintégration avec le syndicat, ils ne donnent pas la reconnaissance syndicale. Ça arrive maintenant de ne pas avoir la reconnaissance syndicale. Et les salaires faibles, c'est ce qui arrive maintenant aussi. Et ceux qui ne savent pas que Bangladesh, c'est le deuxième producteur le plus grand au monde de textiles. Et puis ça, c'est une des industries les plus grandes où nous avons plus de 4 millions de travailleurs qui travaillent. Et c'est une industrie très dense, surtout des jeunes femmes qui venaient
avec des rêves qu'ils pouvaient changer leur vie en travaillant dans ces usines. Mais la réalité est différente. Lorsqu'ils arrivent à la fin, elles avaient un salaire mal payé et vous avez déjà entendu avec le clip vidéo que Peter avait expliqué, c'est qu'un tiers de leur salaire, c'est pour le logement et puis ça, ce n'est pas la maison de leur rêve, c'est par cette salle. Et puis, des fois, il n'y a pas de fenêtre et puis, ils ont des poissons ou légumes la nuit pour qu'ils puissent acheter un prix modique. Ils peuvent pas payer pour la viande. C'est juste une fois par mois qu'ils mangent de la viande. Donc, ils vivent surtout sur le riz, des légumes et ils ne peuvent pas payer pour la protéine. Alors, ça, c'est depuis que l'industrie a commencé ici. La situation est continuellement comme ça. Et en comparaison à mon temps ici, au travail, il y a très peu qui a changé, mais ça n'a pas changé de la façon dont ça doit être. Ça, c'est censé de changer. Je ferais 6 dollars par mois si je travaille plus de 400 heures. Les travailleurs maintenant, ils gagnent 100, non, 95 dollars US par mois. C'est encore pas assez pour tous leurs coûts. Alors, les salaires, ça a augmenté en chiffres, mais c'est encore des salaires inférieurs. Et pendant la COVID, la vie des travailleurs est vraiment devenue plus difficile. Je sais que cette pandémie de la COVID, c'est pratique pour les gens, mais c'est vraiment difficile lorsque l'on parle de travailleurs dans les pays de production comme le mien. Euh, Quand cette pandémie a commencé, la main forcée ça a commencé, ils ont commencé à annuler ou à retarder leur commande et puis ils ont pas voulu payer les factures. Donc, les fabricants avaient une excuse pour dire que jusqu'à ce qu'on ait le paiement, on ne peut pas payer le salaire des travailleurs. Et ça, c'est une industrie de 3 décennies. Puis comment ils peuvent juste dire qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les travailleurs? Ce n'est pas, c'est leur salaire légal. Et très peu en indemnité. Alors, ce que l'on devait faire, c'est qu'on devait commencer avec une campagne dans le pays et puis ainsi qu'au niveau international. Dans le pays, nous avons commencé à mettre de la pression sur les fabricants, puis on a dit qu'ils devaient payer, mais ils étaient comme en train de pleurer, euh, comme des aumôniers. Donc, donc, ils n'avaient pas d'argent pour acheter même un repas pour eux-mêmes. Alors, le gouvernement a annoncé ce stimulus pour l'industrie des vêtements, puis c'est vraiment un emprunt de faible intérêt. Alors, ça fait un peu de changement dans la vie de nos travailleurs. Donc, ils ont reçu des salaires pour quelques mois, mais vous savez, la plus grande partie de cette crise, c'est des milliers de travailleurs qui doivent vérifier ce qui se passe dans la rue parce que les usines plus petites, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas obtenu de l'accès à ces trousses. Alors, ces travailleurs n'ont pas reçu d'argent du tout. Alors, les travailleurs, ils savaient qu'il y a un risque d'infection lorsqu'ils font des manifestations avec des milliers, mais ils n'avaient pas de choix parce que la vie est tellement pratique. Pas d'argent, ça ne veut pas dire pas de nourriture pour eux. Alors, s'ils ne reçoivent pas de salaire, ils ne seraient pas capables d'emmener quoi que ce soit à la table pour eux ni leurs enfants. Alors, ils ont combattu et puis dans le mois d'avril, l'année dernière, les travailleurs ont reçu seulement 65 de leur salaire. Alors, pendant la COVID, plus de 300 000 travailleurs ont perdu leurs emplois. Et c'est des jeunes femmes surtout qui ont perdu leurs emplois. Alors, ça veut dire que nous avons commencé, puis c'est avec la liberté économique, ils doivent retourner à zéro. Et c'est arrivé parce qu'il n'y a pas de protection sociale dans le pays pour les citoyens en général et il n'y a pas d'assurance emploi. Alors, si vous n'avez pas de travail ici, ça veut dire que vous allez recommencer à partir de zéro parce que le gouvernement n'a pas de plan pour nous. Alors, c'est difficile. Euh, L'industrie est dans une situation difficile encore parce que vous savez que votre pays, les consommateurs dans les pays occidentaux, euh,
ils veulent acheter des vêtements pendant ce moment difficile. Donc, on est en train de produire des vêtements. Alors, si les vêtements ne vendent pas, comment est-ce que ce sera en train de produire dans un pays de production? Alors, mon point, c'est que nos travailleurs sont en train de générer des profits pour ces fabricants, pour ces années, mais lorsque le moment est arrivé pour rendre ces groupes de travailleurs qui se sont lavé les mains, puis ils ont dit non, on n'a pas de responsabilité. Alors, la COVID nous a montré que les marques nous ont toujours donné des promesses vides. Et ce n'est pas comme ça qu'ils devraient effectuer leurs affaires. Vous savez, quand ils vont en parler, j'ai entendu de quitter le pays, l'entreprise qui quittait le pays. Et puis, je sais que c'est difficile, mais c'est aussi ma notion que ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe quand les négoces quittent Bangladesh? Qu'est-ce qui se passe? Mais si on peut voir juste ce qui se passe dans cette entreprise dans les derniers 150 ans, ils n'ont rien changé, sauf le lieu. C'est seulement le lieu qui a changé. Ils n'ont pas changé de règles, de règlements, ni les endroits où la plupart des endroits ils sont allés là parce qu'ils ont trouvé qu'il y a une main-d'œuvre qui est peu dispendieuse et puis ils peuvent générer des profits. Et dans votre pays, des fois, ils étaient à la ville de New York, ils étaient au Mexique, ils étaient à l'ouest d'Europe, ils sont allés en Chine et puis maintenant, ils sont en Asie, ils vont en Afrique et aucun des endroits où ils sont allés, ils ont dit, oh, ces gens-là sont pauvres, ils ne sont pas capables de manger, il faut les aider. Non, ils sont pas venus ici pour faire des choses caritatives et dans l'avenir, quand ils le feront, ils vont pas faire des œuvres caritatives, mais il faut comprendre que c'est notre responsabilité de lever la voix pour que ces compagnies soient responsables et imputables, de changer les règles des réglementations avec des processus pour les mener sur des lois de diligence raisonnable pour qu'on puisse les rendre imputables. Sinon, d'ici 100 ans, ce sera juste quelqu'un de génération future qui va juste être là, mais rien ne va changer à propos de cette marque. Donc, il faut commencer à leur faire, à arrêter il faut qu'ils arrêtent de nous donner des promesses vides. Il faut réécrire les choses. Ça, c'est mon point total. Alors, je sais que dans l'avenir, il y aura des moments où les entreprises vont passer de notre pays aussi, mais je veux juste dire que lorsque on est là, les travailleurs sont là, pas commençant, les enfants ne travaillent pas, leurs parents vivent avec ça pour que les enfants puissent aller à l'école et ne meurent pas comme dans Rama Plaza. Ils ont déjà des milieux de travail sécuritaires et ces usines, c'est les travailleurs qui ont des droits syndicaux et c'est libre d'exercer. Je voulais voir qu'est-ce qui se passe avec ces entreprises à l'avenir. Je vais m'arrêter là et je serai ravi de répondre à toute question. Merci. Merci beaucoup, Kalpona. Comme d'habitude, extrêmement éloquente sur la situation au Bangladesh en ce moment dans l'industrie du textile, mais j'aime aussi le parallèle que tu as effectué en le fait que, bon, il ne s'agit pas nécessairement oui, on parle du Bangladesh en ce moment, mais c'est une situation qui, aussi comme l'a mentionné Yvon, se répète des échos au niveau mondial. Hein. On parle d'une industrie qui est éminemment mondialisée. Donc, qui ne fait rien par charité. Puis que bon, le but, en fait, le bottom line, comme on dit, c'est évidemment le profit. Donc, avant de passer à la prochaine section, peut-être qu'on va regarder un court clip aussi de Preeta, aussi Sushmita, qui nous a préparé une vidéo sur, en fait, les responsabilités des marques, justement, dont Kalpona faisait référence. Donc, Mustapha, si tu peux mettre le clip, s'il vous plaît. When the pandemic reached Bangladesh, and before that, the pandemic had already reached Europe and America, the brands had started canceling orders. At least 1931 brands have either delayed, put on hold, or straight up canceled their orders
since the onset of COVID-19. The total value of these orders was around $3.7 billion. At least 170 buyers from Canada fully or partially canceled or put their orders on hold. Over 98% of suppliers reported that, buyers refused to contribute to the cost of paying the partial wages of furloughed workers that the law requires. And so as a result, 72% of furloughed workers were sent home without pay. Again, 97.3% of buyers refused to contribute to severance pay expenses of dismissed workers, also legal entitlements in Bangladesh. COVID really highlighted that they really prioritize profit over people. And even in the face of mass unemployment of workers, even in the face of mass starvation of workers, the brands are not paying Bangladeshi workers anymore, or they're not paying Bangladesh anymore. Right? So in the end, inevitably, they're still coming to Bangladesh because of the cheap labor. So they can say all they want. They can talk about, compliance, they talk about workers' rights, but where is the money? They're not paying Bangladeshi workers anymore. Merci beaucoup, Moustapha. Donc comme l'indiquait Prita, en fait, donc on voit que les compagnies en fait ont une responsabilité. Ils posent des gestes par rapport au non-paiement, notamment des salaires de leurs travailleurs dans le contexte de la COVID, comme on l'a vu. Mais donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour changer ce système, cette structure-là d'exploitation qui, comme on l'a vu, se perdure en fait au niveau mondial? Donc, c'est un petit peu, on va entrer un petit peu là-dedans pour cette section-là avant de poursuivre avec l'échange en tant que tel, avant de prendre les questions, puis évidemment pour avoir un peu une discussion par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Donc, comme on l'a entendu avec les présentations d'Yvon, de Kalpona, dans le clip aussi, l'industrie du vêtement est éminemment, comme je disais, mondialisée. Donc, à cause de la façon, en fait, dont le système fonctionne et structuré, les marques travaillent presque constamment avec des sous-traitants. Du moins au Bangladesh, en ce moment, c'est le cas. Donc, ça rend extrêmement compliqué toute campagne ou action concertée pour changer, en fait, ce système. Par exemple, si l'exemple du Rana Plaza, c'est un bon exemple. Rana Plaza, en fait, c'est un sous-traitant. C'est une manufacture qui travaillait, qui produisait pour plusieurs marques internationales. Donc, nous, au Canada, on en a entendu parler en particulier parce que Loblaws produisait, la marque Joe Fresh que l'on connaît, produisait spécifiquement dans cette compagnie-là. Mais s'il n'y avait pas eu des photos, des étiquettes de Joe Fresh qui avaient été pris dans les décombres du Rana Plaza, probablement qu'on en aurait moins entendu parler. C'est un petit peu le défi auquel on fait face, en fait, là, en tant qu'organisme syndical ou de défense des droits des travailleurs et des travailleuses. Comment ramener ça ici, en fait, pour que ça soit concret pour les gens, c'est toujours un défi. Donc, aussi, d'où l'importance de prendre des actions. Ces actions-là ne peuvent pas être faites de façon isolée. Donc, nous, dans notre coin, ici, au Québec, au Canada ou ailleurs, tout le monde, on doit vraiment s'unir puis travailler en concertation. Donc, c'est pour ça que c'est pour la raison pour laquelle le Fonds humanitaire des métallos, avec l'aide précieuse de Prita Sushmita, que vous avez rencontré dans les clips, mais aussi évidemment nos partenaires comme le BCWS, on a produit un rapport, en fait, qui tente de documenter justement les conditions dans les manufactures qui produisent spécifiquement pour les marques canadiennes au Bangladesh. Donc, je vais partager mon écran brièvement juste pour vous donner un avant-goût. Donc, tout le monde voit l'écran ici. Juste me faire un signe avec votre pouce. OK, super, parfait. Donc, notre rapport, en fait, qui a été lancé le 22 mars dernier, s'intitule Même pas le strict minimum, les salaires de la main-d'œuvre du vêtement au Bangladesh et la responsabilité des marques canadiennes. Donc, il s'agit vraiment de la pièce maîtresse de notre campagne Justice pour les travailleuses du vêtement du monde. Donc, pour la première fois, en fait, ce rapport-là établit un lien direct entre les compagnies et les marques canadiennes et leurs manufactures au Bangladesh. Donc, on a réussi ça, puis je vais vous laisser prendre connaissance du rapport pour voir comment on l'a fait. Mais en fait, là, on a fait appel à plusieurs outils justement pour pouvoir établir ce lien direct-là. Comme je disais, mais reste que c'est une tendance mondiale, en fait, là, qui se donne de justement séparer les manufactures des marques.
Donc, l'un des résultats centraux par rapport à cette recherche-là, puis vous l'avez entendu aussi dans les mots, je crois, de Kalpona, c'est que les compagnies, en l'occurrence canadiennes, ne font pas mieux que les autres marques à l'international. Donc, souvent, on a cette idée que le Canada, ou peu importe, c'est un bon pays, tout ça qui font bien les choses, mais je veux dire, la réalité est que le système est designé pour maintenir et perpétuer cette exploitation-là. Et aussi, nous, ce qu'on dit dans ce rapport-là, c'est que les marques et les compagnies ont une responsabilité face aux salaires de misère et aux conditions de travail déplorables dans les usines des sous-contractants avec lesquels elles font affaire sur place. Donc, ce rapport-là, en fait, termine, vous voyez ici une photo notamment du Rana Plaza, plusieurs années après l'effondrement. Évidemment, c'est toujours un terrain vague au Bangladesh. La nature reprend un peu ses droits. Donc, c'est ça, le rapport termine par un appel à l'action immédiat. Puis nous, en fait, on suggère différentes pistes de solutions concrètes pour faire face à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici depuis le Québec, depuis le Canada? Donc, on pense dans ce contexte-là que le 8e anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza constitue un moment clé. Comme je disais aussi, ça fait écho à d'autres campagnes mondiales. Tout d'abord, nous, c'est un des points extrêmement importants qui est au cœur de tout ça, c'est l'importance de payer des salaires viables, pas des salaires minimums, parce que le salaire minimum au Bangladesh, je veux dire, même si les compagnies le payent, est quand même en deçà de ce que ça prend pour avoir une vie normale, en fait. Là, on a un petit graphique ici qui pointe un peu qu'est-ce qui comprend, quels sont les différents éléments qui constituent un salaire minimum. On parle juste d'avoir assez d'argent pour se nourrir, le loyer, envoyer ses enfants à l'école, les transports, des trucs extrêmement de base. Mais en particulier, dans le contexte de la COVID, nous, ce qu'on demande, premièrement, c'est que les compagnies et les marques doivent protéger les droits des travailleurs et des travailleuses à syndiquer et à négocier collectivement. Ça, c'est la base de toute action concertée. On l'a vu, Yvon en a parlé, ça produit des résultats concrets. Kalpona, avec son équipe, avec d'autres organisations syndicales au Bangladesh, travaillent et se battent pour les droits des travailleurs et des travailleuses, puis il y a des résultats qui sortent de tout ça. Donc, ça, c'est la base. Deuxièmement, on demande aussi à ces marques-là qu'elles payent les salaires qui ont été, que les ouvriers, les ouvrières ont gagnés légalement tout au long de la pandémie, mais qui leur a été enlevé, comme expliquait Kalpona. Là. Donc, quand la COVID est arrivée, plusieurs compagnies ont simplement décidé de ne pas acheter en fait des produits les biens qui avaient déjà été produits. Donc, les manufactures ont décidé de ne pas payer leurs employés, leurs travailleurs et travailleuses qui concrètement se sont rendus à la rue. Et troisièmement, c'est un petit peu la page que je vous partage en ce moment. Ça, c'est sur notre site Internet. Là, je vais partager tous les liens à la fin, évidemment. C'est qu'on veut s'assurer qu'à l'avenir, les travailleurs et les travailleuses qui ont perdu leur emploi à la suite de fermeture, que ce soit, là, on l'a vu avec la COVID, mais ça peut être aussi dans d'autres contextes, qu'elles reçoivent leurs indemnités de départ et tout salaire qui leur est dû légalement. Donc, on ne demande pas, c'est rien de trop spécial. Là, on parle de base, en fait, légale. Ça passerait par la création d'un fonds mondial de garantie des indemnités de départ. Donc, au cours de la prochaine semaine, en fait, on va vous inviter, vous, participantes à cet appel, mais aussi nos membres, évidemment, à prendre part à des actions ciblées auprès de 2 compagnies canadiennes pour la création de ce fonds-là mondial de garantie des indemnités de départ. Donc, on parle de Lululemon, qui est une compagnie canadienne qui a fait une belle marge de profit, en fait, pendant la pandémie, et aussi YM Group. YM Group, peut-être ça ne vous dit rien, mais en fait, c'est une espèce de compagnie qui possède différentes marques comme Urban Planet, Stitches, Aéropostale, Suzy Shear, Charlotte Russe, Amnesia aussi, qui est un petit magasin à Québec. Donc, ces compagnies-là produisent au Bangladesh. Le Lululemon a été un bon exemple. Ils ont payé leurs employés quand on les a pointés du doigt là, par rapport aux coupures justement de salaires qui ont eu lieu. YM Group, c'est pas clair en fait s'ils l'ont fait, mais nous, donc c'est ça, cette campagne-là, c'est vraiment premièrement d'envoyer un courriel au PDG des 2 compagnies, mais aussi des tweets. Donc des gazouillis, pour demander justement la création d'un fonds mondial de garantie des indemnités de départ. Donc, je vais m'arrêter là. En fait, je voulais juste signaler qu'on a cette campagne-là qui
qui est en cours, qui vient d'être lancé aujourd'hui, évidemment, à la veille du 8e anniversaire du Rana Plaza. Donc, encore une fois, je vais partager l'information suite à l'échange. Mais sans plus tarder, en fait, je vais peut-être laisser la parole à Amélie pour prendre le relais par rapport à la discussion qu'on aimerait avoir avec les gens sur l'appel. Merci. Oui, merci beaucoup. Ben, c'est sûr que c'est un plaisir pour le CISO de s'associer à cet événement. Puis je remercie d'ailleurs le syndicat des métallos d'avoir fait tout ce travail-là pour documenter la situation actuelle des travailleurs du textile qui travaillent pour des compagnies canadiennes. C'est un élément clé, en fait, pour agir parce que, comme Guillaume le disait, la transparence, puis est complètement lacunaire là, dans le domaine. Puis c'est une manière pour les compagnies de s'évader de leurs responsabilités en termes de respect des droits des travailleurs, de respect de l'environnement aussi. Donc, on tente de s'évader des réglementations internationales et locales en sous-traitant la production à des compagnies, puis en rendant très difficile d'avoir accès à l'information sur où sont produits les vêtements réellement. Puis ben, ça a été, je pense, vraiment intéressant. Il y a plusieurs parallèles là, à la limite émouvants là, entre la présentation d'Yvon qui décrivait les conditions des travailleuses il y a plus d'un siècle au Québec, mais qui reflète plusieurs des conditions de travail en ce moment des travailleuses du Bangladesh. Puis pourquoi on voulait faire ces parallèles-là? C'est parce que ces compagnies-là transnationales tentent aussi de diviser les travailleurs en les mettant en compétition. Kalpana disait ça a été d'abord l'Europe de l'Ouest, après ça a été l'Asie, ça va être bientôt l'Afrique où on va envoyer. Puis plutôt que c'est un moyen, en fait, de contrôler les mobilisations des travailleuses et des travailleurs, de les mener à grappiller le peu qu'ils peuvent avoir de ces compagnies-là plutôt que de s'unir et de lutter ensemble contre les compagnies qui sont finalement la source de cette oppression-là. Donc, je pense que d'où les parallèles, puis d'où la nécessité pour nous, travailleurs du Québec, de nous solidariser avec ces travailleuses du textile-là qui finalement subissent la même chose que nos travailleuses du textile ont subi il y a plus d'un siècle. Donc, c'est une aberration, mais on a en fait exporté cette exploitation-là à travers l'histoire. Bon, c'est mon petit mot. Puis j'ai vu qu'il y avait 2 questions dans le chat. Je vous invite donc, si vous souhaitez, soit à lever la main pour poser une question ou intervenir, ou sinon écrire dans le clavardage là, votre question, soit à Kalpana ou à M. Boucher. Donc, une question pour M. Boucher. Quelle est l'évolution du nombre de travailleurs du textile dans la région de Valleyfield de 1888 à aujourd'hui? Ensuite, une question pour Kalpana. Quelle est l'évolution, bon, la même question, mais au Bangladesh. Donc, quelle est l'évolution du nombre de travailleuses et travailleurs du textile dans le pays ou la région à travers les années? Et finalement, oui, OK. Voilà. Puis Guillaume m'a bien partagé les liens là, dans le clavardage si vous souhaitez prendre action dès maintenant pour faire pression sur les compagnies. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite lever la main? Oui, vas-y, Daniel. Oui, bien, en fait, je veux remercier Yvon et Kalpana. Vraiment, là, c'était spécial de voir ça, les 2 tableaux, hein, un à côté de l'autre. Puis je trouve ça fondamental, ce que tu viens de dire sur l'unité, la solidarité qui doit être bâtie pour éviter que partout il y ait ce type d'exploitation-là, dans le fond, puis qu'on puisse avoir le respect des droits des travailleurs, travailleuses. Mais ma question, elle revient à une question qu'ils vont poser, en fait. Puis je trouve ça bien important qu'on y revienne peut-être après coup, parce que souvent, notre réflexe, spontanément, c'est de dire on devrait boycotter. Mais je la connais la réponse, moi, là, dans un contexte comme celui de l'industrie du textile, puis les répercussions au Bangladesh. Puis en répondant à cette question-là, bien, ça nous permet de se lancer dans les actions dont Guillaume nous parlait.
mettre de la pression sur les marques, etc., etc. Fait que j'aimerais ça qu'on regarde ça, là, parce que le boycott peut être utile, des fois vrai. Mais dans d'autres situations comme celle-là, peut-être pas. Merci, Daniel. Puis j'ajouterais en dernière question, une question personnelle à Kalpona, en fait, si c'était possible de rendre compte aussi de l'action du Bangladesh Center for Workers Solidarity en ce moment, comment vous essayez de mobiliser les travailleurs, quelle est la situation du BCWS dans cette situation difficile. Donc, Kalpona ou Yvon, vous pouvez... Bon, Kalpona. Yeah, thank you. Merci. Alors, je vais répondre à Daniel en disant que cette fois-ci, c'est difficile, cette fois-ci, lorsqu'on mobilise les travailleurs et on leur donne de l'éducation. Les travailleurs, ils ont très peur de perdre leurs emplois, surtout dans cette période de COVID, mais plusieurs d'entre eux, ils sont courageux aussi et ils savent qu'il y a un risque, mais bien lutte parce que les gens peuvent prendre une vacance, mais très peu de mouvements. On ne peut pas prendre une pause d'une minute. Alors, parce que si nous allons en pause, on ne fait pas notre mouvement, il y aurait une grosse repoussée de la part des fabricants. Alors, pour ces travailleurs, il y a encore, ils sont assez courageux encore pour communiquer avec nous lorsqu'ils viennent à nos centres et on a changé certains de nos programmes comme avec les médias sociaux comme Zoom ou Google Meet. Alors, nous continuons à essayer de les syndiquer. Et c'est difficile, mais on essaie de notre mieux de coopérer. Puis même au niveau national, nous essayons de notre mieux de chercher ces emplois travailleurs en les aidant avec l'aide juridique, ceux qui sont congédiés, mais en même temps, nous luttons au niveau international pour les indemnités qui sont données, puis la campagne Payer vos travailleurs, et puis on met notre voix sur les marques et aussi pour avoir un nouvel accord international parce que le RSI, donc c'est le Conseil de durabilité, a été sur un facteur de correction pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires parce que si la Cour internationale n'est pas là, il va pas y avoir d'obligation pour les marques et personne ne sera là pour les rendre imputables. Alors, on fait une campagne avec tout ça à l'interne. Alors, c'est ce que nous faisons en ce moment. Et merci beaucoup pour tout votre soutien aussi de la part des métallos et d'autres syndicats que vous fournissez à notre organisation. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, on considère les syndicats canadiens comme une ligne de sauvetage pour nous parce que la plupart du fonds, on peut l'utiliser pour notre programme essentiel pour pour continuer à aller de l'avant avec les éduquer et puis renforcer nos travailleurs, leur donner les compétences et leur donner également de l'aide juridique ou d'autres choses très simples qu'ils ont peut-être besoin. Merci beaucoup. Yvon? Oui, j'arrive. Tu veux juste me répéter la question? C'était sur l'évolution du nombre de travailleurs de l'industrie textile à Valleyfield depuis 88. Depuis le début de... l'industrie est complètement disparue. En 1946, il y avait 3000 ouvrières, 3000 personnes qui travaillaient là. Il y avait 3 quarts de travail, on travaillait jour et nuit. Puis dans la même région, notre région de Huntington aussi, il y avait quand même une industrie textile. Mais là, c'est complètement disparu. Tout ce qu'on retrouve, c'est des petits ateliers de couture, mais il n'y a plus de production, de textile. Il faut se rappeler pourquoi aussi que The Montreal Cotton s'est venu à Valleyfield pour 2 choses principalement. La question le pouvoir électrique, donc, avait besoin d'harnacher l'eau, donc cette question-là, mais aussi la main-d'œuvre. Et je fais un parallèle avec ce qui se passe actuellement au Bangladesh et qui risque de se passer dans d'autres pays d'Afrique éventuellement, c'est qu'il y avait une main-d'œuvre de qualité quand même ici.
Et à partir du moment même que d'autres industries ont tenté de s'installer et la Dominion Textile, à l'époque, avec la ville, s'arrangeait pour boycotter ces usines-là parce qu'ils voulaient garder sous sa gouverne, dans le fond, les travailleurs, les garder à bas salaire. Donc, ils ne voulaient pas avoir de la concurrence. Mais ce qu'on peut dire pour ce qui est du développement, là, pour le moment, là, actuellement, il n'y en a plus d'industrie textile à Valleyfield. C'est complètement mort. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires sur l'intervention de Kalpana? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'en ai pas vu dans le clavardage. Ah, Daniel. Oui, on peut-tu aborder parce que je ne le sais pas, je ne pense pas que Kalpana l'ait abordé directement, là, la question du boycott comme tel, là, parce que des fois, nos travailleurs, travailleuses, quand ils sont sensibilisés à ça, ben, ils ont le réflexe. Là, si on veut faire mal aux compagnies, on va les boycotter, mais dans un cas comme celui-ci, on le sait que c'est tellement important pour la survie de centaines de milliers de travailleuses, particulièrement au Bangladesh, que ce n'est pas une option qui est envisagée. C'est un petit peu là-dessus que je voulais vous entendre. Pour répondre à la question d'Yvon. Kalpana, would you like to answer about the boycott? Oui, bien sûr, oui. Je sais que lorsque les consommateurs entendent qu'est-ce qui se passe dans le pays de production, c'est la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est que nous sommes toujours dans un dilemme, est-ce que je devrais acheter ou pas? Alors, il y a des compagnies qui sont mauvaises, donc je devrais arrêter d'acheter, mais il y a vraiment un message très clair pour tous les consommateurs que ne pas acheter, ce n'est pas la solution. Si vous n'achetez pas, donc alors on fait du boycottage. Et puis le boycottage, c'est, comme on a dit, pour les travailleurs, c'est horrible. Et même si c'est pour un fermier, si vous n'achetez pas les tomates, alors qu'est-ce qu'il va faire ce fermier? Alors, mais ne pas acheter, je pense que c'est notre responsabilité de lever la voix. De voir le prix lorsque vous êtes dans un magasin. Et faites davantage. Posez des questions au gérant. Commencez avec le gérant du magasin que vous voulez savoir davantage sur ces travailleurs qui sont derrière ce niveau. Vous voulez savoir combien ils sont payés et si les usines sont sécuritaires, est-ce qu'ils ont des pauses syndicales, est-ce que ces usines ont des enfants qui font les vêtements? Alors, ce serait important pour bâtir la confiance dans la marque. Donc, parce que ce gérant va dire à leur patron, écoute, on a entendu ces consommateurs lorsqu'ils arrivent et puis ils viennent acheter les vêtements et tout ça. Et les vêtements que le magasin, ça va faire la différence. La marque va faire attention. Ils vont dire, ah, maintenant les consommateurs sont éduqués. Et puis ensuite, ils seront en train d'écouter le consommateur, ce qu'ils ont à dire, parce que le consommateur est le plus puissant dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, il faut que ces plans soient imputables. Alors, mon message aux consommateurs, c'est acheter les vêtements, mais soyez responsables comme consommateurs. Si on ne soulève pas, si on ne lève pas la voix, donc les compagnies ne vont pas changer, puis les travailleurs, leur vie ne va pas changer. Alors, c'est aussi une responsabilité pour les consommateurs de lever la voix. Merci beaucoup, Kalpana. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, interventions? Ah oui. Oui, donc Gilles Grondin, en commentaire sur le boycott, dit la pandémie a été en quelque sorte un gros boycott et on peut constater les conséquences, en effet, où ça a été extrêmement dommageable pour les travailleuses en termes de protection sociale. Mais en fait, moi, je souhaiterais ajouter
un commentaire. Kalpona parle de la responsabilité des consommateurs, consommatrices, citoyens, citoyennes canadiens, étant donné qu'on est un pays consommateur et que malheureusement, les marques donnent plus de poids à la voix de l'argent qu'à la voix de leurs travailleuses et travailleurs. Donc, c'est sûr qu'il y a des mesures qu'on peut prendre à partir d'ici. Puis en particulier, oui, il y a les mesures de pression sur les compagnies, mais il y a un projet de loi sur lequel qu'on souhaite faire adopter par le gouvernement canadien qui permettrait l'accès au système juridique canadien en cas de violation des droits humains par les compagnies canadiennes à l'étranger. Donc, c'est une loi sur l'imputabilité des compagnies canadiennes à l'étranger où elles seraient obligées de prévenir et d'agir contre ces violations de droits, mais où il y aurait aussi une sanction puis un pouvoir d'enquête indépendant en cas de violation. Donc, c'est une piste d'action qui serait très concrète pour essayer de changer les comportements de ces compagnies voyous à l'étranger. Voilà, puis ça me fait penser aussi l'idée de ne pas boycotter au concept de transition juste où on doit écouter et dialoguer avec les travailleurs pour faire en sorte que ce ne soit pas eux qui absorbent le coût d'une transition, d'un changement de modèle qui est essentiel, Kalpona le disait, là, il faut changer, we have to change the business model, parce que c'est le même modèle qui a été appliqué ici, qui a juste été transposé à l'étranger. On est en train en ce moment de penser à la transition juste suite à la COVID, donc c'est un bon moment aussi de réfléchir et d'écouter ces travailleuses et travailleurs-là qui se mobilisent de manière très risquée aussi. Kalpona n'a pas mis l'accent là-dessus, mais plusieurs sont fortement réprimés, mis à pied, en particulier les leaders syndicaux quand ils tentent d'organiser leur lieu de travail. Donc, on les remercie d'ailleurs de leur courage au quotidien parce qu'ils luttent aussi pour nos droits. On voit bien que les droits des travailleurs sont très imbriqués à l'international et avec ici. Je ne vois pas d'autres commentaires pour l'instant. Peut-être que Guillaume, tu pourrais rappeler les actions qui sont en cours, surtout sur les médias sociaux pour interpeller les compagnies. Oui, non, c'est ça. J'ai partagé le lien. Là, c'est l'action en fait que j'avais, la page que je partageais un petit peu plus tôt là, quand je parlais. C'est, comme je disais, c'est deux actions simples en fait. Là, puis bon, comme le problème, comme on l'a vu, est grand et systémique, mais nous, en ce moment, on se concentre vraiment sur la création, justement pour protéger les travailleurs et les travailleuses du vêtement contre le vol de leur salaire. Là. Par la création d'un fonds, comme je disais, sur les garanties des indemnités de départ pour faire en sorte que les gens soient pas à la rue quand les manufactures ferment. Donc, les actions, en fait, c'est d'envoyer des courriels. Donc, on a tout sur le site que je vous ai passé, toute une infrastructure avec un texte déjà écrit. Donc, vous entrez vos coordonnées, cliquez envoyer, puis ça va être fait parvenir au PDG de Lululemon et le groupe YM. Et même chose pour une espèce d'infrastructure aussi pour l'envoi de tweets. Donc, à Lululemon, Suzy Shear et Charlotte Russe, qui sont les deux compagnies un peu phares là, de YM Group, là, celles qui ont la plus grande visibilité au niveau mondial. Donc encore là, on a choisi ces deux compagnies-là parce que c'est des compagnies canadiennes, parce qu'elles s'en sont bien sorties pendant la pandémie. Mais je veux dire, on espère qu'elles vont pouvoir amener cette demande-là, en fait, à d'autres aussi, d'autres compagnies du secteur pour faire en sorte que ça, justement, que ça soit implanté là, à court terme. Là. Puis, mais c'est ça, puis éventuellement contribuer à d'autres campagnes qui puissent pousser vers l'atteinte de salaire viable, comme je mentionnais précédemment. Donc, c'est sûr qu'on se bat sur plusieurs fronts. On fait écho aux demandes de nos partenaires au Bangladesh, là, mais c'est ça. Puis aussi, je tiens à dire que on parle pas c'est pas un boycott des compagnies dont je mentionnais précédemment, c'est vraiment leur demander de faire pression pour changer la structure qui est en place en ce moment pour comme on disait, changer le modèle d'affaires qui est pas soutenable.
et on fait face à un moment clé. En ce moment, on a vu les chocs que la COVID a causés dans cette industrie-là pour les gens qui produisent nos vêtements. Donc, on veut éviter ça dans le futur, puis que ce soit au Bangladesh ou ailleurs, évidemment. Donc, merci. Je vois donc Martin Labbé. Bonjour tout le monde, bonjour Amélie, bonjour Guillaume. Félicitations à Yvon et Kalpana pour les belles présentations, puis à Amélie pour Guillaume pour l'organisation du Zoom, c'est très intéressant. J'ai une question pour Amélie sur le projet de loi. Vous êtes en préparation, vous travaillez avec qui là-dessus, quand est-ce que ça va être déposé? Je vais prendre aussi l'intervention de Gilles avant de répondre. Merci. Moi, c'est plus dans une idée de réflexion sur des mesures. Je ne sais pas, c'est peut-être mieux que les gens répondent à Martin d'abord. Je peux le faire. Parmi les mesures, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager quelque chose comme, je ne sais pas moi, une taxe spéciale quand tu achètes un vêtement, par exemple, $1 de plus en visant un distributeur quelconque, à la limite Joe Fresh, à la limite Loblaw, en appelant au boycott s'il n'y a pas de réponse. Mais, cibler une campagne syndicale dans nos pays pour créer cette taxe-là supplémentaire. Hier, moi, je t'ai acheté des vêtements, ça ne m'aurait pas dérangé, moi, d'être obligé de payer $1 de plus par vêtement acheté qui va dans un fonds spécial vers le Bangladesh ou la Chine ou peu importe. Ce ne serait pas une mesure avec laquelle on pourrait, comme syndicaliste ici au pays, essayer de voir à travailler pour en solidarité avec justement les gens. Donc, c'est une idée que je lance comme ça. Peut-être que ça a déjà été pensé aussi. Là. Une bonne idée solidaire. Le seul hic, c'est que les compagnies font déjà vraiment énormément de profit sur le dos des travailleuses. Puis l'idée, c'est d'essayer de réduire les inégalités dans ces chaînes de production mondiales-là, puis que c'est ça. Fait que ce qu'on souhaite, c'est aussi que les compagnies se responsabilisent puis limitent leur marge de profit sur le fait à partir du travail d'exploitation des travailleuses du textile. Mais ce n'est pas une mauvaise option. Ils ne feront pas, fait que c'est juste c'est associé à un boycott, de dire sinon, on va accentuer un boycott sur une en particulier, ou peu importe, mais je vois le commentaire de Marie, c'est vrai que c'est sur les consommateurs individuels, mais en même temps, on a certains moyens aussi, quand même, ici, comparé à ces pays-là, qui nous permettraient de payer le $1 de plus, puis l'amener dans un fonds, quitte à forcer Loblaw et les autres à mettre $1 aux autres aussi, à titre d'exemple. Mais Martin avait une question aussi, là, je pense que c'est important d'y répondre. Non, mais ce n'est pas une piste inintéressante. Il faudrait voir comment ça pourrait être mis en œuvre, mais ça montrerait, c'est sûr, une solidarité envers ces travailleuses-là qui sont exploitées. Je peux juste ajouter par rapport à ça, juste rapidement, là, juste pour dire, en fait, tu parles de la création d'un fonds, Gilles, c'est aussi ce qui est poussé dans la plupart des campagnes à l'international, lesquelles nous, on se greffe là, dans nos demandes locales, c'est que les compagnies signent des accords contraignants. Comme légalement contraignant, que ce soit la création d'un fonds, que ce soit un accord sur la sécurité, par exemple, des édifices, santé et sécurité au Bangladesh. Je veux dire, je pense que l'idée, c'est de les engager puis que ces compagnies-là soient tenues légalement responsables, en fait, que ce soit par rapport au salaire minimum, que ce soit par rapport au thème de santé et sécurité. Donc, c'est un petit peu ça qui est mis de l'avant là, dans différentes initiatives. Là. Mais je suis d'accord que ça, l'idée d'un fonds, comme on le voit, nous, un fonds de garantie des indemnités de départ, c'est la même idée, c'est juste que ça serait les compagnies même, comme Amélie le mentionnait, qui paieraient dans ce fonds-là à partir de leur profit faramineux. Là. Donc, ouais, c'est un peu l'idée. Pardon, je vais juste complémenter. Merci. Donc, un commentaire de Marie Paradis. L'idée de forcer les compagnies à doubler les fonds est excellente, Gilles. Donc, sur le projet de loi en particulier, on travaille avec le Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises, duquel plusieurs organisations, dont les métallos, mais d'autres organisations de la société civile, d'autres syndicats aussi sont membres. Ils ont déjà rédigé un projet de loi modèle qui est dans les derniers 1000 avec de l'aide juridique là, pour réussir à formuler ça en discours légal. Hein. Donc, il y a un projet de loi modèle qui est déjà presque prêt.
Là, ça dépend un peu de est-ce qu'il y a des élections en juin ou est-ce que. Donc, on est en train de voir stratégiquement le meilleur moment pour lancer une campagne d'éducation, mais aussi de plaidoyer auprès des autorités fédérales pour tenter de faire passer ce projet de loi. C'est sûr que ce n'est pas le modèle idéal. On est idéaliste, mais pas tant que ça. Là. Ce ne sera pas le modèle tel quel qui sera adopté, c'est certain. Mais c'est ça. Donc, la campagne du RCRCE devrait être lancée à l'automne prochain, dépendant de s'il y a des élections ou pas en juin. On pourra vous tenir informés certainement là, sur nos pages de la suite des choses, parce que ça va être une campagne majeure, là, je pense, et pour les métallos et pour le CISO dans l'année à venir, parce que c'est hyper important. C'est un geste vraiment très concret qui pourrait être fait puis qui pourrait changer beaucoup de choses. On pense à l'industrie textile, mais aussi à l'industrie minière qui est complètement criminelle à travers le monde. Donc, ce serait super important. Je laisserai, en fait, on voit que la fin de l'événement approche. Donc, je laisserai peut-être la parole à Yvon et Kalpona pour un mot de conclusion. Bon, ben, en fait, comme conclusion, c'est que effectivement, on peut difficilement comparer ce qu'on a vécu ici au Canada, même dans les années 80, avec ce qu'on vit au Bangladesh, même si on ne peut pas faire des comparaisons, c'est toujours boiteux les comparaisons. Mais il reste que ce qui me frappe, moi, c'est comment les grands capitalistes réussissent à utiliser, dans le fond, la planète en entier pour s'enrichir sur le dos de plein de gens, appauvrir plein de gens, et que ce système existe encore. Je suis quand même, ça m'étonne, parce que je me dis, ça n'a pas de sens qu'on laisse des gens être exploités, vivre dans la misère, comme j'entendais madame tantôt, la conférencière. Je trouve ça impensable. Puis je me dis que c'est une des questions qu'on devrait se poser aussi, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour changer le cours des choses. Je n'ai pas de réponse. On continue la discussion ensemble. Kalpona. Oui, une chose que je peux dire, c'est que la lutte de la classe ouvrière, ça ne termine jamais. Il faut juste continuer à lutter pour pouvoir améliorer nos vies. Alors, continuez à lutter, oui. Continuons la bonne campagne et la bonne lutte. Très bonne conclusion, ouais. Bon, ben, je pense qu'il nous reste, Guillaume et moi, à vous remercier toutes et toutes d'avoir été présents. En particulier, évidemment, un merci énorme à Kalpona Akhter et à Yvon Boucher qui nous ont permis d'approfondir notre compréhension de cet enjeu global qui est l'industrie du textile et de notre rôle important pour contribuer à la défense des droits des travailleurs du textile au Bangladesh. Remercier aussi Mustapha qui a fait la technique pour l'événement. Judith aussi, Cole, qui a participé à l'organisation au CISO. Remercier Guillaume aussi pour la contribution à l'organisation. Voilà, donc on vous invite vraiment à faire l'action qui a été suggérée dans le chat, à contacter les compagnies, à suivre aussi la campagne sur le projet de loi sur l'imputabilité des compagnies canadiennes à l'étranger à venir. Puis voilà, mais est-ce que Guillaume, tu voulais ajouter un petit mot? Non, juste peut-être faire écho à ce que tu dis. Merci à tout le monde, merci à nos panélistes. Merci aussi à Brian pour l'interprétation, toujours excellente. Donc, non, ça ferait le tour pour moi. Super, donc on vous souhaite bon courage, Kalpona, puis merci beaucoup pour toute la lutte que vous menez au quotidien à grand risque. Puis on reste solidaire de votre travail important. Thank you. Bye. Bye. Puis bonne journée tout le monde.
Bonne journée.